Bienvenue dans ce cours d'algorithme exceptionnel, qui est une compilation de 10 cours fondamentaux destinés à vous immerger dans le monde passionnant de la pensée algorithmique. Au cours de cette aventure, nous allons explorer en profondeur les bases de l'algorithme, en décortiquant chaque concept pour en révéler les mystères et en vous fournissant les outils nécessaires pour aborder les défis algorithmiques avec confiance et créativité. Chaque cours a été soigneusement conçu pour éclairer un aspect spécifique de l'algorithmique, depuis les notions fondamentales jusqu'aux structures de données essentielles. Préparez-vous à plonger dans le monde stimulant des algorithmes, à explorer leurs secrets cachés et à maîtriser leur utilisation pour résoudre des problèmes du monde réel. Grâce à ce cours, vous acquérez une perspective approfondie sur la façon dont les ordinateurs traitent les données et prennent des décisions, ouvrant ainsi la voie à des opportunités illimitées pour innover, créer et relever des défis complexes. Que cette expérience d'apprentissage vous inspire à repousser les limites de votre pensée et à découvrir le pouvoir transformateur des algorithmes dans notre société moderne. Préparez-vous à explorer, apprendre et grandir en tant que penseur algorithmique averti. Votre voyage commence maintenant. Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Cette vidéo utilise la synthèse vocale. L'algorithmique vous intéresse, alors commençons. Ce cours contiendra les éléments de base pour comprendre et pratiquer l'algorithmique. Un algorithme, c'est quoi? Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. On peut aussi dire que c'est une suite d'actions ordonnées, qui à partir d'éléments en entrée permettra d'obtenir un résultat au problème posé. En programmation informatique, on dit instruction à la place de action. Exemple d'algorithme de la vie courante, une recette de cuisine est un algorithme car elle énumère des opérations afin d'obtenir un plat. Expliquer les étapes de conception d'une figure géométrique est aussi un algorithme. La particularité de ces deux exemples est le fait que les algorithmes sont exprimés en langage naturel. L'algorithme informatique sera quant à lui exprimé dans langage spécifique, ce que l'on appelle pseudocode. La syntaxe et le lexique utilisé seront proches des langages de programmation. Car la finalité d'un algorithme informatique est d'être traduit dans un langage de programmation pour être exécuté sur un ordinateur. Quel type de données manipule un algorithme? Nous allons dans cette étape du cours nous contenter d'un seul type de données. Les données numériques. Une donnée qui est une information brute qui pour être traitée ou manipulée devra se trouver dans la mémoire de l'ordinateur. La mémoire de l'ordinateur est un ensemble de cases dans lesquelles on peut stocker les données que l'on veut manipuler. Nous donnerons à chaque case utilisée un nom ou identificateur et lui affecterons une valeur. Une case mémoire à qui on a donné un identificateur est appelée une variable. Pour chaque variable utilisée, nous devons lui choisir un type en fonction de son utilisation. Nous verrons les différents types dans le prochain cours. Dans ce cours, on se contentera du type numérique entier ou réel. Pour chaque variable, on choisit un identificateur ou nom par lequel elle sera désignée de manière unique dans tout l'algorithme. La variable recevra sa valeur par une instruction. Exemple n du type entier. Pourquoi variable? Parce que, on peut modifier sa valeur à tout moment. Contrairement à une constante qui ne peut ni ne doit être modifiée. Pour vous permettre de bien comprendre l'exemple que je vais vous présenter, voici une première instruction. L'affectation. Le fait de mettre une valeur dans une case mémoire est une affectation. On affecte une valeur ou une expression arithmétique dans une affectation, c'est toujours la partie gauche qui reçoit, ici prix reçoit l'évaluation de la partie droite. On affecte à la variable prix la valeur de prix unitaire x 10. Ou encore la valeur affectée à une variable peut être introduite par un utilisateur en tapant la valeur sur le clavier, dans ce cas c'est une affectation par lecture. Par l'instruction lire prix. Exemple d'algorithme. Soit à résoudre l'équation mathématique suivante a x plus b égale c avec a différent de 0. Pour résoudre ce problème, nous aurons besoin de trois variables en entrée.
qu'on va appeler tout simplement A, B et C. Elles recevront leur valeur par lecture. Avec l'instruction lire ABC. X sera aussi une variable mais en sortie. Car c'est un résultat. La solution de cette équation est X égale C moins B sur A. Comme X est un résultat, nous allons l'afficher, par l'instruction d'écriture écrire X. Et on obtient l'algorithme suivant. Au début, on donne la liste des variables utilisées ainsi que leur type. Puis les instructions qui seront exécutées pour obtenir la valeur de X. Affectation des valeurs de A, B, C par lecture. Calcul de la valeur de X. On termine l'algorithme par l'écriture du résultat. En conclusion, on a vu qu'un algorithme est une suite d'instructions ordonnées. Qu'il manipule des variables. Chaque variable correspond à une case mémoire. Pour chaque variable, on doit définir un type. Lui donner un nom ou identificateur. Et lui affecter une valeur. Nous avons aussi eu un aperçu des instructions d'affectation, de lecture et d'écriture. Nous les reverrons avec plus de détails ainsi que le reste des instructions dans une prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue dans Passion Informatique. Ce cours contiendra les éléments de base pour comprendre et pratiquer l'algorithmique. Dans cette vidéo, il y aura la description de la structure générale d'un algorithme et les différents types de base des variables. Structure générale d'un algorithme. Un algorithme aura la structure suivante. Le mot algorithme suivi du nom choisi pour l'algorithme. Le nom de l'algo n'a aucune influence sur l'algorithme, c'est juste pour le reconnaître. Une partie déclaration suivie d'une partie instruction. La partie déclaration comprendra dans l'ordre. Constante, liste des constantes avec leurs valeurs. Type, liste des types personnalisés. Quand on sera un peu avancé, on pourra créer nos propres types. Et bien sûr variable où on doit mettre toutes les variables utilisées avec leur type. Une partie instruction délimitée par les mots, début, fin. C'est entre ces deux mots que nous mettrons toutes les instructions de notre algorithme. Chaque instruction sera séparée de la suivante par un point-virgule. Exemple d'algorithme. Soit à déterminer qui est le plus âgé entre deux personnes. On a choisi comme nom, le plus âgé. Dans cet exemple, nous n'avons pas de constante ni de type personnalisé, donc ces deux lignes n'apparaissent pas. Dans variable, nous avons age1 et age2, du type entier. nom1 et nom2 du type chaîne de caractères. Dans la partie instruction, on demande à l'utilisateur d'entrer nom1 et age1, puis nom2 et age2. Une comparaison est faite et on affiche le nom du plus âgé. Règles sur les mots-clés et identificateurs. Les mots-clés sont les mots faisant partie du lexique de l'algorithme. Il est interdit d'avoir des variables ayant comme identificateur un mot-clé. Un identificateur commence toujours par une lettre. Le reste de l'identificateur sera choisi parmi les lettres, les chiffres et le caractère souligné, les autres caractères ne sont pas acceptés. Les types de base. Lors de l'utilisation d'une variable, on doit spécifier quel type de valeur elle va contenir. Car chaque type a ses propres opérateurs. Par opérateur, on comprend les opérations possibles qu'on peut effectuer sur une variable. Les types de base couramment utilisés sont entier, réel, caractère, chaîne de caractères, et booléen. Entier, nombre sans partie décimale. Les opérateurs appliqués aux entiers sont plus, moins, multiplier, div pour la division entière dans ce cas où ne retient de la division que la partie entière. Le slash pour la division réelle au cas où on veut un résultat réel. Mode pour avoir le reste de la division. Réel, nombre avec partie décimale avec les mêmes opérateurs que l'entier sauf div et mode. Caractère, c'est une variable qui accepte un seul caractère à la fois délimité par deux apostrophes.
Un caractère on peut seulement le comparer à autre caractère. Chaîne de caractères accepte plusieurs caractères délimités par des guillemets. Les chaînes on peut les comparer entre elles. Les concaténer c'est-à-dire coller une chaîne à une autre ainsi que d'autres traitements que nous verrons un peu plus tard. Booléen, une variable de ce type n'accepte que deux valeurs possibles vraies ou faux. On peut leur appliquer les opérateurs logiques. Et, ou, non. Ainsi que les opérateurs de comparaison. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a vu qu'un algorithme a une structure générale qu'il faut respecter lors de l'écriture de votre algorithme, que chaque variable utilisée aura bien sûr un type. Le type sera choisi parmi les 5 types de base qu'on a définis et bien d'autres que vous découvrirez plus tard. Comment est choisi le type? Le type est choisi en fonction des opérateurs qu'on va lui appliquer. Par exemple, si vous avez affaire à un compteur d'élèves qui rentrent dans une salle, vous choisirez le type entier. Si vous avez affaire à des prix d'articles dans un magasin, ça sera des nombres réels puisque vous avez une partie décimale, etc., etc. Le prochain cours sera consacré à la partie instruction. Bonjour. Bienvenue dans Passion informatique. Ce cours est la première partie sur 2 consacrée aux instructions. L'affectation. En algorithmique et en programmation informatique, une affectation, aussi appelée assignation, est une structure qui permet d'attribuer une valeur à une variable. Syntaxe de l'instruction d'affectation. Identificateur de variable reçoit l'évaluation de l'expression. Très important, dans une affectation le type de la variable qui reçoit doit être le même que celui de l'expression. Dans une affectation c'est toujours la partie gauche c'est-à-dire la variable qui reçoit la partie droite, l'expression. On utilisera le symbole égal comme opérateur de l'affectation. Et on le lit reçoit. L'expression peut être dans sa forme la plus simple une constante sinon une expression arithmétique ou logique selon le type de la variable. Exemple. A reçoit une constante 20. L'ancienne valeur de A est perdue, elle est remplacée par 20. X reçoit A plus 100, à l'exécution X reçoit la valeur de A plus 100. Donc X contiendra 120. Dans cette affectation le X à gauche représente la variable qui reçoit. Le X à droite représente la valeur de X. À l'exécution X recevra la valeur de X plus 1. Donc X contiendra 121. X est augmenté de 1, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Rep est une variable du type caractère et elle reçoit un caractère. Mot est une variable du type chaîne de caractères et elle reçoit une chaîne de caractères. L'instruction de lecture. L'instruction de lecture permet à l'utilisateur d'affecter une valeur à une variable à l'aide du clavier. Syntaxe de l'instruction de lecture. Lire liste de variables. La liste peut contenir une seule variable ou plusieurs séparées par des virgules. En général, on lit les valeurs initiales des variables en entrée. Exemple, lire X. Ici X recevra la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. Lire V. Ici V recevra la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. On peut aussi écrire lire X et V de cette façon. L'instruction d'écriture. L'instruction d'écriture permet d'afficher à l'écran les valeurs des variables et des messages. Généralement on affiche des résultats. Syntaxe de l'instruction d'écriture. Écrire liste de variables et ou messages. Exemple.
Ici écrire x affichera la valeur de x à l'écran, c'est-à-dire 20. Écrire la valeur de x est x affichera le message la valeur de x est, suivi du nombre 20. La conditionnelle. L'instruction conditionnelle appelée aussi instruction alternative ou de test ou aussi de contrôle permet de faire des choix entre les blocs d'instructions à exécuter. En fonction des conditions posées, on exécute tel ou tel bloc d'instruction. Il existe deux formes d'instruction conditionnelle, une dite simple et une dite avec alternative. La première forme si condition alors bloc instruction fin si. Cette instruction va s'exécuter de la manière suivante. Si la condition est vraie, alors on exécute le bloc d'instruction qui se trouve entre le mot alors et le mot fin si. Puis on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Si la condition est fausse, on passe directement à l'instruction qui vient après le fin si. Les instructions entre le mot alors et le mot fin si sont ignorées. La deuxième forme si condition alors bloc instruction 1 sinon bloc instruction 2 fin si. Cette instruction va s'exécuter de la manière suivante. Si la condition est vraie, alors on exécute le bloc d'instruction 1 qui se trouve entre le mot alors et le mot sinon. Puis on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Le bloc d'instruction 2 est alors ignoré. Si la condition est fausse, on exécute le bloc d'instruction 2 qui se trouve le mot sinon et le fin si et on continue avec l'instruction qui vient après le fin si. Le bloc d'instruction 1 est alors ignoré. Remarque, bloc d'instruction signifie une ou plusieurs instructions. Exemple d'algorithme avec des instructions conditionnelles. Soit à déterminer pour un élève si sa moyenne lui permet d'être admis ou recalé. Algorithme passage. Une seule variable moyenne réelle. On demande à l'utilisateur d'introduire sa moyenne. On lit la moyenne. On teste la moyenne, si elle est supérieure ou égale à 10, alors on affiche admis. Sinon, dans le cas où la condition est fausse, on affiche recalé. Deuxième exemple. Soit à déterminer à partir d'un nombre compris entre 1 et 7 le jour correspondant. Si n égale 1, c'est lundi, si n égale 2, c'est mardi, etc. Si n ne correspond à aucune valeur, alors on écrira le message erreur. Nous obtenons l'algorithme suivant. C'est ce qu'on appelle une cascade de si. Si on est en présence de ce type de si, on peut le remplacer par l'instruction selon. La syntaxe du selon est, selon expression, ici l'évaluation de expression doit être un scalaire, c'est-à-dire une valeur de base entier, caractère, chaîne ou booléen. Si l'évaluation de expression égale valeur 1, alors on exécute bloc instruction 1. Si l'évaluation de expression égale valeur 2, alors on exécute bloc instruction 2. Etc. Si expression ne correspond à aucune valeur, on exécute les instructions de sinon. L'algorithme précédent peut alors s'écrire ainsi. On lit n et en fonction de la valeur lue, on affichera soit lundi, soit mardi, etc. Si n n'est pas dans l'intervalle de 1 à 7, alors on affichera le message erreur. Conclusion. En résumé, nous avons dans ce cours vu l'instruction d'affectation qui permet d'assigner une valeur à une variable. L'instruction de lecture qui est une autre forme d'affectation puisqu'elle permet de donner une valeur à une variable par l'utilisateur à partir du clavier. L'instruction d'écriture qui permet d'afficher des informations à l'écran. Et enfin l'instruction conditionnelle avec ses deux formes, permettant de choisir entre deux alternatives.
On a terminé le cours par l'instruction selon qui est l'équivalent d'une forme particulière du si. Le prochain cours sera consacré aux boucles, des instructions qui permettent de répéter des blocs d'instructions. Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, cours numéro 4, les instructions, deuxième partie. Ce cours sera réservé aux boucles. Les boucles, appelées aussi structures répétitives, aussi structures itératives. Les boucles sont des structures qui permettent de répéter un bloc d'instructions. Voici une animation où nous avons un bloc d'instructions qui est répété ici plusieurs fois. Donc, le bloc d'instruction est exécuté, puis réexécuté une seconde fois, etc., etc. Le nombre d'exécutions, c'est au programmeur de le contrôler. C'est soit un nombre fini de répétition, soit un nombre qui est en fonction d'une certaine condition. Il existe principalement deux structures de boucles. La première, le tant que. Sa syntaxe. Tant que, une condition, faire bloc d'instruction, fin tant que. Schématiquement, nous avons cette figure. Comment fonctionne la boucle tant que? À la rencontre du tant que, la condition est évaluée. Elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Puis, on rencontre la ligne fin tant que. Elle nous renvoie vers la ligne tant que. On refait le test de la condition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Alors, on se branche à la ligne après le fin de tant que. Un point important, le choix de la condition d'arrêt est important, car on va boucler autant de fois que la condition est vraie. Dans la condition, il doit y avoir au moins une variable qui subit des modifications à l'intérieur de la boucle. C'est ce qui va permettre à la condition de changer d'état. Sinon, on tombe dans le cas de boucle infinie, et c'est une erreur qui n'est pas rare. Alors pensez à l'éviter. La condition peut avoir une valeur fausse dès le départ, et dans ce cas, le nombre de répétitions est nul. Voici une illustration de la boucle tant que. La condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction. La condition est encore vraie, on exécute le bloc d'instruction. La condition devient fausse, on sort de la boucle tant que et on se branche après la ligne fin de tant que. Illustrons la boucle tant que avec un exemple. Soit à diviser un nombre entier n par un autre nombre entier m sans utiliser la division. Cela consistera à soustraire de n m plusieurs fois jusqu'à ce que n devienne inférieur à m. Soit le schéma de cet algorithme. Par initialiser r à 0. On teste est-ce que n est supérieur ou égal à m. Si oui, on rentre dans la boucle. On diminue n de m et on incrémente r, c'est-à-dire on lui ajoute plus 1. Et on va refaire ce traitement plusieurs fois jusqu'à ce que n soit inférieur à m. Quand n est inférieur à m, le traitement est terminé, nous arrêtons et r est le résultat. Pour bien comprendre cet exemple, faisons un déroulement. Nous avons un tableau avec les variables sur la première ligne, m, et r.
Si on prend pour première valeur de n 10 et pour m 3, r bien sûr est initialisé à 0, comme sur le schéma. Donc on va diviser n par m. Donc on va soustraire à n m, ce qui nous donne au premier passage 7, 3, 1. Donc on a incrémenté r de 1. On diminue encore, on teste n, est-ce qu'il est supérieur ou égal à m? Oui. Donc on diminue n de 3, ce qui nous donne 4. Et r est augmenté de plus 1. N est toujours supérieur ou égal à m. Je diminue n de 3, donc 4 moins 3, ça va nous donner 1. Et r est incrémenté de 1. Il devient 3. Je teste la condition, est-ce que n est supérieur ou égal à m? Non. Donc la division est terminée. Et le résultat est la dernière valeur de r. L'algorithme de la division s'écrit de la manière suivante. 3 variables entières, n, r et m. Lecture de n et m. Initialisation de r à 0. Tant que n est supérieur ou égal à m, faire. N est diminué de m. Incrémentation de r. Quand n devient inférieur à m, on sort du tant que et on écrit le résultat. Pour n égale 10 et m égale 3, on obtient r égale à 3. Deuxième structure de boucle, la boucle pour. Si vous connaissez directement le nombre de répétitions du bloc d'instruction, dirigez-vous directement vers la boucle pour. Syntaxe de la boucle pour. Pour V allant de VI à VF par pas de VP, faire bloc d'instruction. Détaillons maintenant les variables de la boucle pour. V appelée variable de la boucle doit être du type entier. Elle va jouer aussi le rôle de compteur de la boucle. VI, c'est la valeur initiale de V, VF, valeur finale de V, et VP, c'est une partie optionnelle indiquant comment V est augmenté. C'est le pas, et par défaut, il est égal à 1. Comment fonctionne la boucle pour? Au début, V est initialisé à VI, c'est-à-dire la valeur initiale. Par exemple, 1. Puis, elle est comparée par rapport à la valeur finale. Si elle est inférieure ou égale, alors on exécute le bloc d'instruction. Ensuite, V est augmenté du pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le pas n'est pas indiqué, il est égal à 1. Puis on recommence avec le test. Est-ce que V est toujours inférieur ou égal à la valeur finale? Si oui, le bloc d'instruction est exécuté encore une fois. Puis V est augmenté. Et on reteste. Si V n'est plus inférieur ou égal à VF, alors nous sortons de la boucle pour et on va directement à la ligne qui suit le mot fin de pour. Exemple de pour. Soit à faire une multiplication de deux entiers n et m sans utiliser l'opérateur multiplier. Le résultat serait r égale n plus n plus n plus n m fois. Nous aurons alors cet algorithme. Algorithme multiplication. N et m, les deux opérandes de la multiplication. R, le résultat, et I, la variable de la boucle. Ces quatre variables seront du type entier. Après lecture de N et M, initialisation de R à 0, puis pour I allant de 1 à M, c'est-à-dire I va prendre toutes les valeurs entre 1 et M, ici le pas n'est pas précisé, donc il est plus 1. À chaque fois, nous ajoutons à R N. Donc, à la sortie de la boucle pour,
R va contenir n plus n plus n plus n plus n fois. Après la boucle, nous écrivons le résultat. Donc n fois m est égal à R. Conseil pour la boucle pour. Ne jamais modifier la variable de la boucle à l'intérieur de la boucle. Par contre, on peut l'utiliser. Conclusion. Nous avons vu dans ce cours deux types de boucles. La boucle tant que, où les instructions sont répétées autant de fois que la condition est vraie, et la boucle pour, où le nombre de répétitions est connu à l'avance. Question. Y a-t-il d'autres boucles? La réponse est oui. Mais pour des apprentis programmeurs, je conseille vivement de n'utiliser pour l'instant que tant que et pour. Nous allons voir dans une prochaine vidéo des applications de ces deux boucles pour bien les comprendre. Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, les boucles en action. On a vu dans les cours précédents la boucle pour et la boucle tant. Voyons maintenant comment les mettre en pratique. La plupart des exercices qui illustrent les boucles sont des exercices de manipulation de nombres. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention sur la différence entre un chiffre et un nombre. Le chiffre est pour le nombre ce que représente la lettre pour le mot. Les chiffres sont 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, un nombre est composé de chiffres. Et chaque position d'un nombre est un chiffre. Voici une liste d'exercices dont j'ai fait la compilation pour vous à partir d'exercices de TD de différentes universités, niveau première année. Premièrement, miroir d'un nombre, ou nombre inversé. À ne pas confondre avec le nombre miroir, qui est un nombre palindrome. On peut le dire de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut aussi s'intéresser à la somme des chiffres d'un nombre. Par exemple, le nombre 1, 2, 3 de 1, donc on décompose les chiffres qui le composent un par un et on calcule leur somme. On peut aussi tester si un nombre est premier ou pas. Par exemple, 1, 3, 5, 7, 11, 13 sont des nombres premiers, c'est-à-dire ils n'acceptent que 1 ou eux-mêmes comme diviseur. Ou encore le factoriel de 1, que vous connaissez sûrement. Par exemple, le factoriel de 4, c'est 1, 2, 1 fois 2 fois 3 fois 4. On peut aller plus loin et s'intéresser à la somme des diviseurs d'un nombre différent de lui-même. On dit aussi diviseur propre. Par exemple, pour 10, la somme des diviseurs propres est 1, 2 et 5. Des cas particuliers comme 6, où vous avez la somme des diviseurs de 6, c'est 1, 2 et 3, c'est-à-dire la somme des diviseurs de 6 est elle-même 6. Et dans ce cas, ce nombre est appelé parfait. On peut aussi avoir le cas où deux nombres ont la même somme des diviseurs. Et là, on les appelle amicaux. On a la suite alicote. C'est une suite d'entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des diviseurs de son prédécesseur. Ainsi, en fonction du nombre de départ, soit la première somme des diviseurs est 1, et dans ce cas, on est en présence d'un nombre premier, soit après quelques itérations, on retombe sur le nombre de départ. Alors ici, on a un cycle. La plupart des nombres de départ mènent à une somme des diviseurs égale à 1. Et quelques-uns n'ont pas de limite. Exemple, prenons le nombre 12, la somme des diviseurs de 12 est 16, la somme des diviseurs de 16 est 15, etc.
jusqu'à la somme des diviseurs de 3 et 1, et là, la liste ou la suite s'arrête. Si la suite adéquate vous intéresse plus que ça, une recherche web est conseillée. On peut aussi calculer des polynômes ou des sommes avec un nombre de termes fini. Exemple, soit la somme S, qui est un polynôme, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x2, plus, etc., plus 1 sur x1. Et si x est une inconnue, ce sera notre entrée pour l'algorithme, et la puissance est un entier qui va de 0 à 1. On voit bien que c'est une boucle. Ou à trouver les éléments ou les termes de la suite de Fibonacci. Donc les deux premiers sont 0 et 1, puis chaque élément est égal à la somme des deux précédents. Deux opérations sont utilisées dans les algorithmes qu'on va voir. Et comment? Les opérations sont mode et div. Mode donne le reste de la division, et div est la division entière. Si n égale 123, alors n mod 10 égale 3 et n div 10 égale 12. Ces deux opérateurs nous seront très utiles car nous aurons besoin de décomposer des nombres entiers et donc mod 10 va nous retourner toujours la première position et n div 10 va la supprimer du nombre n. Nous allons traiter dans l'ordre les questions suivantes. Les principales actions seront commentées. Alors pour un entier n supérieur ou égal à 0, nous allons calculer le factoriel de n, la somme des chiffres de n, l'inverse de n, savoir si n est premier ou pas, et trouver le nème terme de la suite de Fibonacci, le factoriel de n. Pour calculer le factoriel de n, donc nous devons d'abord lire n et initialiser f à 1. F, c'est la variable qui va contenir le résultat, le factoriel de n. Après, si n est supérieur à 1, alors pour i allant de 2 à n, faire f reçoit f fois. D'accord? Donc il y a ici une multiplication de f par i, et le résultat dans f et i va varier à chaque fois avec la boucle. À la sortie de la boucle, on écrira le factoriel de n, la somme des chiffres de n. Pour un n supérieur à 0, donc on va lire n1, le sauvegarder dans n2. Pourquoi? Parce que à la fin de ce temps que n1 va être égal à 0. Donc on a ici la somme de ces chiffres initialisés à 0, et après à chaque fois s reçoit s plus n1 mod 10. Alors si vous vous rappelez, n1 mod 10 c'est la première position de n1. Et tout de suite, cette première position est supprimée. Et la boucle fait son travail. À la sortie de la boucle, la somme des chiffres de n2, donc n2, puisque n1 est égal à 0, donc n2, dans lequel j'ai sauvegardé. La somme des chiffres de n2 est... Voilà. Si n, maintenant, comment modifier cet exercice? Si n est égal à la somme de ces diviseurs, on veut dire il est parfait. On peut aussi appliquer l'algorithme à un autre nombre. Et la somme des diviseurs de, et si la somme des diviseurs de l'un est égale à la somme des diviseurs de l'autre, alors on dira qu'ils sont amicaux. Pour la suite alicote, je ne vous dis rien. Prenez-le comme un exercice et informez-moi dans les commentaires. Miroir d'un nombre. n en entrée, m reçoit 0, c'est m qui va contenir le résultat. Je sauvegarde n1 dans n2 comme tout à l'heure. Et tant que n1 est différent de 0, qu'est-ce que je fais? J'extrais une position de n1 et je l'ajoute à n, que j'ai multiplié par 10 auparavant. La première fois, n est égal à 0, donc ça n'a pas d'effet, mais après, ça va libérer la place pour la prochaine extraction. À la sortie de la boucle, l'inverse de n2 est f. La variable s peut être supprimée, on peut avoir une petite amélioration comme ça. Donc on écrirait m reçoit 1 fois 10 plus, au lieu d'avoir plus s et s égale, donc c'est plus n1 mod 10. C'est la seule amélioration qu'on peut avoir. Nombre premier.
Alors, nombre premier, donc lire n. Donc on va diviser 1 par 2, 3, 4, 5, jusqu'à n div 2. Donc on va avoir une boucle comme ça, tant que d est inférieur au diviseur, est inférieur ou égal au diviseur maximal, et vrai égale 1, vrai c'est un entier qu'on a initialisé à 1. Si n est divisible, alors on écrira il n'est pas premier, et on met vrai soit 0 pour sortir de la boucle. Sinon, on augmente b, le diviseur. À la sortie de la boucle, si vrai est égal à 1, ça veut dire que si on n'a pas fait ça, alors on écrira que n est premier. Une autre version, tant que d est inférieur à n div 2 et n mod d différent de 0, ici on a supprimé la variable vrai, alors on va, tant que c'est comme ça, on va incrémenter d. Mais à la sortie de la boucle, ça change un petit peu. Si d est supérieur à 1 div 2, ça veut dire qu'on a épuisé tous les diviseurs sans avoir de reste égal à 0, on va écrire n est premier. Sinon, on écrira que n n'est pas premier. Chercher les nombres premiers entre V1 et V2. Ok. Donc, écrire les nombres premiers entre V1 et V2 sans. Donc, on va lire V1 et V2. Et puis, pour n allant de V1 à V2, on va appliquer l'algorithme du nombre premier. Donc, soit il est premier, soit pas. On l'écrira pas. Et après, on passe à notre la suite de Fibonacci. La suite, telle qu'on la connaît, donc on initialise les deux premiers termes 0 et 1, puis on calcule les suivants. Et chaque élément des suivants est égal à la somme des deux précédents. Voilà. Donc, on dit n, u, le premier terme 0, le deuxième 1, on les écrit tous les deux, et après, pour i allant de 2 à 1, puisqu'on a écrit le numéro 0 et le numéro 1, on va écrire le numéro 2, qui est égal à la somme des deux précédents. On l'écrit, et on fait passer U0 à U1, et U1 à U2. Et on va boucler comme ça. En conclusion, on peut dire que les deux types de boucles, tant que et pour, permettent d'écrire toutes sortes d'algorithmes où il y a une répétition. On a vu un exemple de boucle imbriquée, mais vous pouvez le généraliser à tous les exercices. Et à chaque fois que vous avez n, vous changez l'exercice en travaillant sur un intervalle V1, V2. C'est tout pour les boucles en action. Le prochain cours sera dédié au tableau. Bonjour et bienvenue dans Patient Informatique. Cours numéro 6, les tableaux. Nous avons l'habitude de travailler jusqu'à présent avec des variables disparates, pouvant avoir différents types. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux où certaines variables qui ont le même type et qui vont subir le même traitement peuvent être réunies sous un même ensemble appelé tableau. Un tableau, on peut l'illustrer de cette façon. Donc c'est un ensemble de cases où on peut mettre des valeurs. Ces valeurs sont du même type. On peut représenter le tableau de manière verticale comme ça ou horizontalement. Que faut-il retenir? Un tableau est une structure composée. Les éléments du tableau sont appelés cases ou cellules. C'est un ensemble de variables du même type avec un même identificateur. La taille ou le nombre de cases d'un tableau est fixé à l'avance et ne peut être modifié, car c'est une structure statique. Les cellules sont numérotées de 1 à la taille du tableau. Cela peut être différent d'un langage à l'autre. L'accès à une cellule se fait par le nom du tableau et du numéro de la cellule. Ce type de tableau est dit tableau à une dimension ou vecteur. Pourquoi? Parce que chaque case du tableau a un seul numéro. Nous verrons dans des cours prochainement des tableaux où les cases
sont numérotées avec 2 numéros. C'est le cas des matrices. Déclaration. Un tableau est déclaré avec le mot-clé table. Et entre parenthèses, on met la taille du tableau ou le nombre des éléments du tableau. Par exemple, ici, moi, j'ai pris un tableau que j'ai appelé T, de taille N. N, je l'ai déclaré comme une constante égale 100, et mon tableau est du type entier. Pourquoi j'utilise une constante N égale 100? Pour que dans mon programme, j'utilise uniquement la constante N. Et si je veux modifier la taille de mon tableau, je n'ai qu'à modifier cette ligne uniquement. I, un entier. Généralement, chaque tableau possède une variable avec laquelle on peut accéder à ces éléments. Cette variable est appelée indice du tableau et elle est toujours du type entier. Manipulation maintenant. Comment lire un tableau? Comme nous allons lire tous les éléments un par un, donc nous allons lire T de 1, T de 2, T de 3, etc. La boucle pour est tout indiquée. Pour I allant de 1 à N, lire T de I. Fin de tout simplement. Nous avons 2 types de tableaux essentiellement. Des tableaux ordonnés et des tableaux non ordonnés. Dans les tableaux ordonnés, nous avons des tableaux ordonnés de manière croissante et des tableaux ordonnés de manière décroissante. Dans ce cours, nous allons rechercher le maximum et le minimum du tableau. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Puis, nous recherchons une valeur dans le tableau. Nous allons aussi l'inverser, c'est-à-dire permuter la première case avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Et nous allons aussi écrire un algorithme qui teste si un tableau est symétrique ou si encore il est ordonné ou pas. Où se trouve le minimum et le maximum de T. Algorithme max-min. Donc, comme tout à l'heure, on constante 1 égale 100, déclaration du tableau, les 2 variables Imin et Imax, donc la variable qui va contenir l'indice de la plus petite valeur et la variable qui va contenir l'indice de la plus grande valeur. Je suppose que le tableau est déjà lu, donc c'est une partie que je n'aime pas répéter à chaque fois. J'initialise Imin à 1 et Imax à 1, donc c'est comme si je supposais que la première case est la plus petite et la plus grande en même temps. Puis, pour I allant de 2 à 1, si T de Imin est plus grande que T de I, alors T de Imin n'est pas la plus petite, puisqu'elle est plus grande qu'une autre case. Donc Imin devient ce I. Et sinon, si T de Imax est plus petit que T de I, donc Imax n'est pas l'indice de la plus grande valeur, alors il change, il devient I. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs du tableau. À la sortie, j'écris mon résultat, T de Imin et le min, et T de Imax et le max. Donc en fait, j'ai cherché dans mon algorithme l'indice du minimum et l'indice du maximum. La recherche d'une valeur dans le tableau. Selon que le tableau soit ordonné ou pas, la recherche est différente. Si le tableau n'est pas ordonné, la recherche est séquentielle. Si il est ordonné, la recherche est dichotomique. Ce sont 2 manières de rechercher une valeur dans un tableau. La recherche séquentielle est la plus simple. Il suffit de parcourir le tableau à la recherche de la valeur. Si on trouve la valeur, on arrête la recherche. Sinon, on continue jusqu'à épuisement de toutes les cases. Comme la recherche peut s'arrêter à un moment donné, donc on ne va peut-être pas manipuler toutes les cases du tableau, donc nous allons utiliser un tant que. Tant que
je n'ai pas trouvé ce que je cherche, donc j'utilise un booléen trouve initialisé à faux. Tant que l'on trouve, et i inférieur ou égal à 1, i initialisé à 1, v c'est la valeur que je cherche, que j'ai lue auparavant. Donc tant que je n'ai pas trouvé et que je suis toujours dans le tableau, qu'est-ce que je fais? Si t de i égale v, si la case du tableau est égale à v, alors trouve le soit vrai, ce qui va me faire sortir du temps que. Sinon, je passe à la case suivante. Si en sortie de la boucle tant que, si trouve égale vrai, alors j'écris i et la position de v, sinon écrire v est introuvable. La recherche dichotomique. Son principe est le suivant. Donc la recherche dichotomique s'applique à un tableau ordonné. Nous avons ici un exemple de tableau ordonné et nous allons tenter de chercher la valeur 46. Alors nous allons comparer la valeur 46 à la case du milieu du tableau, qui est 17. 46 est plus grand que 17, donc toutes les cases avant le 17 sont éliminées du tableau. Donc elles ne seront plus considérées. Et on recommence. On va comparer 46 à la case du milieu de la deuxième partie du tableau. 46 est plus grand, alors toutes les cases avant 45 et 45 en plus seront éliminées. Donc il ne restera du tableau que ces deux cases. La case du milieu de ces deux cases est la première. Donc on va comparer 46 à 52. 46 est plus petit, donc tout ce qui est plus grand que 46 sera éliminé. Donc on va éliminer la partie droite du tableau. Et là, il ne reste plus rien du tableau, donc on peut conclure que 46 n'existe pas dans ce tableau. Voyons son algorithme. On va utiliser deux variables BI et BS pour borne inférieure et borne supérieure. BI reçoit 1, donc le début du tableau, et BS, la dernière case du tableau, le numéro de la dernière case du tableau. J'initialise le booléen trouve à faux, et tant que la première case, le numéro de la première case est inférieur ou égal au numéro de la dernière case, et non trouve, qu'est-ce que je fais? Je calcule M, qui est la case du milieu, BI plus BS divisé par 2, et je compare V avec T de M. Si V est plus grande que T de M, alors BI reçoit M plus 1. Ça veut dire j'élimine la partie avant M. Sinon, si V est inférieur à T de M, alors BS reçoit M moins 1. Donc ici, je supprime la partie du tableau à partir de M jusqu'à la dernière case. Et sinon, trouve reçoit V. Donc ici, c'est le cas où V égale T de M. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je trouve où BI inférieur, où BI dépasse BS. Quand je sors de la boucle tant que, si j'ai trouvé, alors j'écris I et la position de M, sinon j'écris V est introuvable. Un petit déroulement, soit chercher la valeur 22 dans le tableau. Donc BI, la première case, BS, la dernière case, M, la case du milieu. 22 est plus grand que 15, donc la case M et celle qui la précède sont éliminées. Donc BI pointe la case 19, qui contient 19. Le nouveau M pointe 22, et ici, on a trouvé la valeur, donc 22 égale la case qui est pointée par M, et donc l'algorithme s'arrête. Un autre déroulement, donc on va rechercher 47, et on va initialiser BI à 1, BS à N, la dernière case, et M à la case du milieu. Et on va comparer 47 avec 15. 47 est plus grand, donc de la case M jusqu'à la case BI est éliminé. Donc BI devient
la case qui contient 19. La nouvelle case du milieu, c'est celle-là. On compare 47 avec 22, 47 est plus grand, donc on refait la même chose, donc BI devient 1 plus 1. Et la nouvelle case du milieu est la case qui contient 35. On compare 47 à 35, 47 est plus grand, donc BI devient 1 plus 1. Et la nouvelle case M est la dernière case. On compare 47 avec 45, il est plus grand, donc BI devient 1 plus 1, donc il sort du tableau, et donc c'est ma condition d'arrêt, l'algorithme s'arrête, et la valeur 47 n'est pas trouvée. Une question, que représente la valeur de BI quand la valeur n'est pas trouvée? Soit maintenant à inverser un tableau. Donc la première case sera permutée avec la dernière, on obtient ça. La deuxième avec l'avant-dernière, on obtient ça. Puis la troisième avec la case qui contient 9, ça nous donne ça. Le 5 avec le 9, ça donne ça. 8 avec 78, ça donne ça. Et donc, le traitement est terminé et on a obtenu un tableau inversé. Voyons maintenant son algorithme. Donc, pour I allant de 1 à la moitié du tableau, donc on ne considère que la moitié du tableau. On ne va parcourir que cette première moitié. Et les indices de la deuxième partie seront calculés. On va faire des permutations, donc j'utilise M comme variable intermédiaire. M reçoit TI, donc je sauvegarde TI, puis TI reçoit T de N moins I plus 1. Donc, quand I égale 1, T de N moins I plus 1 est égal à Tn. Donc, je vais permuter T1 avec Tn. Puis, ce même Tn reçoit M, c'est-à-dire la valeur qui se trouvait dans T de I, et etc., etc. Et à la fin, j'obtiens mon tableau inversé. Mon tableau est-il symétrique? Donc j'utilise une variable sim initialisée à vrai. Je commence à partir de la case 1. Donc j'utilise un tant que et non pas pour, parce que je risque de m'arrêter en cours de chemin si le tableau n'est pas symétrique. Donc je vais parcourir ici aussi la moitié du tableau. Tant que sim est vrai et I est inférieur à 1 div 2, si TI est différent de Tn moins I plus 1, c'est-à-dire si une case est différente de la case qui lui correspond dans la deuxième partie, alors sim devient faux. Sinon, je passe à la case suivante. En sortant de cette boucle, si sim est vrai, alors T est symétrique, et bien sinon, il n'est pas symétrique. Mon tableau est-il ordonné, croissant? Je vais utiliser un booléen OR, initialisé à vrai, et I. Tant que OR de I inférieur à 1, faire. Si T de I est plus grand que T de I plus 1, alors OR est faux. D'accord? Donc, mon tableau est ordonné croissant. Normalement, T de I est inférieur ou égal à T de I plus 1. Maintenant, si je teste le contraire et que le contraire est vrai, alors OR devient faux. Sinon, I reçoit I plus 1. Vous remarquez ici, j'ai fait I inférieur à 1 et non pas I inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que je compare la case T de I avec la case T de I plus 1. Donc, quand I est égal à 1, je risque d'avoir ici n plus 1. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, je m'arrête à n-1. Donc, quand j'aurai ici n-1, ici j'aurai n. En sortant du temps que, si OR est toujours vrai, alors T est ordonné. Sinon, T n'est pas ordonné. Conclusion. Quand on traite un tableau, on doit d'abord se poser la question: est-ce que je vais toucher toutes les cases du tableau obligatoirement ou quelques-unes seulement? La réponse à cette question vous dira s'il faut utiliser un pour ou un tant que. Faites attention à ce que
la valeur de l'indice soit toujours comprise entre 1 et la taille du tableau. Sinon, c'est un débordement. Et c'est une erreur fréquente et difficile à détecter. Prochain cours, nous verrons encore quelques traitements sur les tableaux, comme les tris, la fusion et l'éclatant. Bonjour et bienvenue dans Patient Informatique. Cours numéro 7, le tri. Le tri, c'est une opération qui permet d'ordonner des éléments entre eux, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Dans ce cours, nous allons ordonner des nombres se trouvant dans un tableau. Nous allons les ordonner du plus petit vers le plus grand. Nous verrons dans ce cours le tri par sélection, le tri par insertion et le tri bulle. Tri par sélection. Le tri par sélection consiste à rechercher le plus petit élément du tableau et l'échanger avec l'élément d'indice 1, puis rechercher le second plus petit élément du tableau et l'échanger avec l'élément d'indice 2. Et on continue de cette façon jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Voyons maintenant à travers une animation comment le tri par sélection s'effectue. Nous avons ce tableau avec des valeurs non ordonnées. Le tri par sélection est un tri qui va rechercher le minimum du tableau et l'insérer dans la case encadrée en rouge. Donc il va rechercher le minimum à partir de cette case. Cette case est supposée être le minimum, donc elle est notée avec la flèche rouge, et il va rechercher par comparaison avec les autres cases avec la flèche bleue. Donc 1 est plus petit, donc c'est lui qui devient le minimum. 4 n'est pas retenu. 11 aussi n'est pas retenu. 9 aussi n'est pas retenu. Donc avec la flèche rouge, il va y avoir une permutation avec le carré rouge. On continue, donc le carré rouge se déplace vers la deuxième case. Donc le premier élément, c'est le minimum, et on va chercher le deuxième minimum. 6 est plus petit, donc il obtient la flèche rouge, et on continue. 4 est plus petit, il obtient la flèche rouge. 11, non. 9, non. Permutation. Le carré rouge se déplace, et on va rechercher avec la flèche bleue une valeur plus petite que la case encadrée en rouge. 8, non. 11 est plus grand. 9 est plus grand. Donc le tableau est terminé, donc 6 reste à sa place. Et on va passer à la recherche du minimum pour cette case. 11 est plus grand, donc il ne se passe rien. 9 est plus grand aussi, il ne se passe rien. La case rouge se déplace et on va chercher le minimum entre les deux dernières cases. 9 est plus petit que 11, donc permutation. Voilà. C'est la dernière étape du tri. Le tableau est maintenant trié. Le tri par sélection est terminé. Voyons maintenant son algorithme. Nous allons utiliser un tableau de 100 éléments que j'ai appelé T. Et ici, vous avez les variables de boucle et une variable pour faire la permutation. On suppose comme d'habitude que le tableau est déjà lu. Et pour i allant de 1 à n-1, donc de la première case à l'avant-dernière case, je vais rechercher le minimum du tableau. K reçoit i, donc la recherche va se faire à partir de i. Et pour j allant de i plus 1, puisque la première comparaison, je vais comparer la case 1 avec la case 2. D'accord? Donc si la case 2 est plus petite, alors c'est elle qui devient le minimum. Donc je retiens son indice k. D'accord? Donc tout ça, c'est l'algorithme de recherche du minimum qu'on a déjà fait dans les cours précédents. À la sortie de la boucle, si k est différent de i, c'est-à-dire si j'ai trouvé un autre minimum, alors je fais la permutation. Et je passe à un i suivant, c'est-à-dire je recherche le minimum pour la deuxième case, etc., etc. Voilà. C'est ainsi que s'effectue le tri par sélection. Tri par insertion. L'idée principale du tri par insertion, c'est un algorithme qui insère un élément dans une liste d'éléments
déjà triés. L'insertion se fait après un décalage vers le bas des valeurs supérieures à la valeur considérée. Nous allons voir par l'animation comment se fait le tri par insertion. Toujours le même tableau. J'ai deux flèches, une rouge, une bleue et une case intermédiaire. Je vais sauvegarder le contenu de la flèche bleue dans la variable temporaire. Et après, je vais comparer la variable temporaire avec les cases de la flèche rouge. 6 est plus petit que 8, donc ici, il ne se passe rien, puisque on va chercher des valeurs plus grandes que 8. Donc 8 retourne à sa place. La flèche rouge ne peut pas aller au-delà du tableau, donc la flèche bleue descend. 1 va aller vers la case intermédiaire et je vais le comparer avec toutes les cases supérieures. Donc 8 et 1, 8 est plus grand, donc 8 descend. 6 est plus grand, il descend aussi. Le tableau est terminé, 1 est inséré dans la case vide. La flèche bleue descend, la flèche rouge, 4 est mis dans la case intermédiaire et je vais parcourir le dessus du tableau avec la flèche rouge. 8 est plus grand que 4, donc 8 descend. 6 est plus grand aussi, il descend. 1 est plus petit, il ne bouge pas et la remontée du tableau s'arrête. Donc 4 est inséré dans la case vide. Je continue. 11 va aller dans la case intermédiaire et je vais parcourir le tableau supérieur. Donc on voit bien ici que 11 est plus grand que toutes les valeurs, mais donc il retourne à sa place. La flèche bleue descend, 9 va aller dans la case intermédiaire. Je le compare avec 11. 11 est plus grand, il descend. 8 est plus petit, arrêt de la recherche. Donc 9 est inséré dans la case vide. Et le tri par insertion est terminé. Voyons son algorithme. Alors, comme tout à l'heure, la même table, 200 éléments, 2 variables d'indice et la clé qui est ma variable intermédiaire dans laquelle je stocke la valeur avant de l'insérer dans le tableau. Donc je commence à partir de la case 2, je mets le contenu de la deuxième case dans la clé et je vais utiliser J pour parcourir le dessus du tableau. Donc J commence à I-1, c'est-à-dire 1. Et tant que J est supérieur à 0, ça veut dire que J est toujours dans le tableau. Et la clé est inférieure à T de J. Qu'est-ce que je fais? Je fais descendre les valeurs. Donc T de J plus 1 reçoit T de J. D'accord? Donc T de J plus 1, c'était la case vide. Elle reçoit T de J, la case qui se trouve au-dessus. Et je décrémente J. Et je continue comme ça, jusqu'à ce que soit je trouve une valeur qui est plus petite que la clé, ou que le tableau est terminé. En sortant, T de J plus 1 reçoit la clé. T de J plus 1 en sortant, c'est la case vide, donc elle va recevoir la clé. Et fin de pour. Et je passe à la case suivante, c'est-à-dire la troisième, la quatrième, etc. C'est ainsi que s'effectue le tri par insertion. Le tribule est le plus simple. Le principe de cet algorithme est la comparaison de chaque case avec sa suivante et de les permuter si elles ne sont pas dans l'ordre voulu. Cette opération est répétée jusqu'à obtenir un tableau trié. Voyons par l'animation. Donc on va comparer les deux premières cases entre elles. Elles sont ordonnées, donc on ne fait rien. 8 et 1 ne sont pas en ordre. Nous allons les permuter. 8 et 4 aussi. 8 et 11 sont ordonnés, on n'y touche pas. 11 et 9, désordonnés, on va les ordonner. Et on recommence. 6 et 1, permutation. 6 et 4, permutation. 6 et 8, ordonnés, on ne fait rien. 8 et 9, ordonnés, on ne fait rien. 9 et 11, ordonnés, on ne fait rien. Voilà, vous remarquez que le tableau est ordonné, mais dans ce parcours du tableau, on a fait une permutation. Et tant qu'on a fait au moins une permutation, il faut recommencer. Donc 1 et 4, c'est bon, 4 et 6, c'est bon, 6 et 8, c'est bon, 8 et 9, c'est bon.
9 et 11, c'est bon. Donc une fois que j'ai parcouru tout le tableau et j'ai fait toutes les comparaisons et que je n'ai fait aucune permutation, ça veut dire que mon tableau est trié. Voyons maintenant son algorithme. Alors toujours la même table, T, une table de n éléments, un seul indice, I, et une variable de permutation V. Un booléen permute qui va m'aider à arrêter le tri. Donc j'initialise permute à vrai, et tant que permute est vrai, je parcours le tableau. Donc j'initialise permute à vrai, et tant que permute est vrai, je rentre dans la boucle. Tout de suite, je remets permute à faux, et au cas où je fais une permutation, alors permute redevient vrai pour que je ne puisse pas sortir de la boucle tant que. Donc en entrant dans la boucle tant que, permute devient faux, et pour i allant de 1 à n-1, si deux éléments qui se suivent ne sont pas dans l'ordre que je veux, alors permute devient vrai et je fais la permutation de t de i avec t de i plus 1. Et je continue comme ça pour tous les éléments qui se suivent dans le tableau. En sortant du fin de cours, si j'ai fait une permutation, alors je recommence. Donc permute redevient faux et je continue. Maintenant, si la boucle pour se déroule pour tout le tableau sans aucune permutation, alors permute restera faux et c'est ce qui va me faire sortir. Et quand je sors du tant que, le tableau est trié. Conclusion. Les algorithmes de tri ont de nombreuses utilités et leur étude est un sujet majeur de recherche en informatique. Les algorithmes de tri permettent de vérifier la compréhension des concepts de boucle dans l'algorithme pour les étudiants. Plusieurs stratégies existent pour trier des tableaux. On peut déterminer cette efficacité grâce au calcul de la complexité. La complexité, c'est la quantité de ressources nécessaires à l'exécution d'un programme. Sur de petits tableaux, la différence est minime, mais lorsque ceux-ci possèdent plusieurs millions d'éléments, il devient indispensable de choisir un algorithme ayant une complexité minimale. Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 8, fusion et éclatement. La fusion de deux tableaux au plus implique d'abord que les tableaux soient du même type et ordonnés de la même manière. C'est une opération qui consiste à réunir des tableaux en entrée en un seul tableau. La taille du tableau résultat sera inférieure ou égale à la somme des tailles des tableaux en entrée, car il sera sans doublant et bien sûr trié. Voyons une petite animation de la fusion. Nous avons deux tableaux T1 et T2 qu'on veut fusionner dans T3. Donc on va comparer une case de T1 avec une case de T2 et prendre la plus petite et la mettre dans T3. Donc 5 est plus petit que 14, 11 est plus petit que 14, 14 est plus petit que 17, etc., etc. T2 est terminé, donc il n'y a plus de comparaison à faire, donc nous allons recopier le reste des éléments de T1 dans T3. La fusion est terminée, nous avons obtenu un T3 ordonné. Voyons maintenant l'algorithme. Cet algorithme est divisé en deux parties, la partie où il y a des comparaisons et la partie où on recopie le reste d'un tableau dans le tableau résultat. Nous avons deux constantes n et m, donc la taille des tableaux en entrée, T1 de n et T2 de m, et le tableau T3, le tableau résultat, aura une taille de n plus m. On initialise les trois indices à 1, et tant qu'il y a des éléments dans T1 et T2, nous allons faire des comparaisons, et le plus petit sera mis dans T3. En sortie du si, si l'élément qui a été mis dans T3 est égal à son élément précédent, alors on n'avance pas dans l'indice. Donc K reçoit K plus 1 uniquement lorsque T3 de K est différent de T3 de K-1. Quand l'un des deux tableaux est terminé, nous sortons du fin de temps. Et nous avons la deuxième partie de l'algorithme. Si T1 n'est pas terminé, alors nous allons recopier les éléments restants de T1 dans T3. Et toujours en faisant attention à ce que l'élément qu'on va recopier n'existe pas déjà dans le tableau. Sinon, ça veut dire que T1 est terminé, alors s'il reste des éléments
dans T2, nous allons les recopier dans T3 de la même façon que pour T1. Fin de fusion, et K-1 est le nombre d'éléments de T3. L'éclatement. C'est une opération qui consiste à remplir deux ou plusieurs tableaux à partir d'un tableau en entrée. Un critère permettra de choisir pour une valeur donnée d'aller vers tel ou tel tableau. Donc nous voyons à travers cette animation que des éléments de T1 vont aller vers T2 ou T3 selon le critère que nous aurons choisi. Voyons l'algorithme. Alors nous avons trois tableaux de taille n, donc les trois tableaux ont la même taille, trois indices. Nous initialisons les indices de T2, T3, 0, ce sont des tableaux receveurs, et nous allons parcourir T1 dans sa totalité. Donc pour i allant de 1 à n, si l'élément de T1 est pair, donc comme critère on a choisi pair ou impair. Si l'élément de T1 est pair, alors on va le mettre dans T2. S'il est impair, on va le mettre dans T3. Fin de l'éclatement. J est le nombre d'éléments de T2 et K est le nombre d'éléments de T3. Conclusion. La fusion et l'éclatement sont deux opérations qui ne présentent pas de difficultés particulières. Elles sont plus intéressantes lorsqu'on doit fusionner plusieurs fichiers ou éclater un fichier en plusieurs fichiers. On aura alors à optimiser les lectures et écritures et veiller à ne pas avoir des débordements de mémoire. Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 9, les tableaux 2D et les boucles imbriquées. Les tableaux 2D, appelés communément matrices, sont des tableaux d'objets organisés en lignes et colonnes. Les objets d'une matrice sont du même type et l'accès aux éléments se fait avec deux indices. En mathématiques, on appelle matrice un tableau de nombres A et J, où I est le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne. Exemple de matrice. Les images sont des matrices de pixels. En fait, si vous faites un agrandissement important, vous arriverez à afficher des carrés de couleur unis. Ce sont les pixels. Et chaque pixel est représenté par un code couleur qui est un nombre entier. L'affichage des couleurs est une interprétation du système des codes couleurs du fichier image. Le tableur Excel est la matrice par excellence, des valeurs organisées en lignes et colonnes. Une matrice Mn est une matrice de m lignes et n colonnes. Et chaque élément de la matrice se trouve à la ligne I et à la colonne J, d'où l'appellation AIJ. Déclaration de matrice. Mat est une table Mn, donc c'est une matrice de m lignes et n colonnes. I et J entiers sont les variables indices avec lesquels je vais parcourir la matrice. Nous allons aborder la partie intéressante de ce cours, le parcours de la matrice. Soit cette matrice mat de 5, 5, où on a représenté les indices IJ des éléments. Nous allons dans un premier temps lire la matrice. C'est un parcours de la totalité de la matrice. Ensuite, nous parcourrons différentes zones avec le prétexte de calculer la somme des éléments. Il faut retenir la manière de parcourir les différentes zones et remplacer le calcul par le traitement désiré. 1. Lecture. Alors, je vais parcourir toutes les lignes de la matrice et pour chaque ligne, je vais parcourir toutes les colonnes et lire mat IJ. Parcours de la diagonale principale. La diagonale principale, ce sont les éléments dont l'indice I est égal à J. S reçoit 0 et pour I allant de 1 à n, S reçoit S plus mat de I, puisque le numéro de la ligne est égal au numéro de la colonne. Soit parcourir les éléments sur la diagonale principale. Donc comment les indices évoluent? On voit ici que les numéros de ligne vont de 1 à 4, donc de 1 à n-1. Les numéros de colonne vont de 2 ici jusqu'à n, donc ça se termine toujours à n.
mais ça commence ici à 2, ici à 3, ici à 4. Donc, trouvons une relation entre le numéro de colonne et le numéro de ligne. Donc, on voit ici que le numéro de colonne est égal au numéro de la ligne plus 1. Est-ce que c'est vrai pour tous les autres? Oui. 3, c'est 2 plus 1, 4, c'est 3 plus 1, etc. Voyons l'algorithme. Donc, pour les lignes, pour i allant de 1 à n-1, et les colonnes, pour j allant de la ligne plus 1, le numéro de la ligne plus 1 à n. S reçoit S plus mod de i. Les éléments sous la diagonale principale, donc les numéros de ligne commencent de 2 à 5, donc on peut mettre que c'est de 2 à n. Les colonnes commencent à 1, pour chaque ligne ça commence à 1, mais ça s'arrête ici à 2, ici à 3 et ici à 4. Donc, si je regarde bien, ça s'arrête toujours au numéro de la ligne moins 1. Numéro de la ligne moins 1. Numéro de la ligne moins 1. Donc, je vais avoir pour i allant de 2 à n et pour j allant de 1 à numéro de la ligne moins 1. I moins 1. Et je fais S reçoit S plus mod de i. Les éléments de la deuxième diagonale. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5. Donc ça va de 1 à n pour le numéro de la ligne. Et le numéro de colonne, il faut chercher une relation entre le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc c'est 5 moins 1 plus 1 pour avoir 5. D'accord? Donc à la place de 5, on va mettre n. Donc c'est n moins 1 plus 1. Et ici, n moins 2. Donc 5 moins 2, 3 plus 1, ça nous donne 4. 5 moins 3, 2. Plus 1, 3. Et ici, 5 moins 4, 1, plus 1, ça fait 2. n moins 5, 5 moins 5, 0, plus 1, ça nous donne. Voyons l'algorithme. Voilà. Donc, pour i allant de 1 à n, S, c'est S plus mod de i, n moins i plus 1. Vous pouvez faire un déroulement, vous allez toujours trouver ces valeurs-là en fonction de i et de n. La partie sur la deuxième diagonale. Donc les lignes vont de 1 à n-1 et les colonnes commencent toujours à 1 mais se terminent à 4, ici à 3, à 2 et à 1. Quelle relation peut-il y avoir? Donc c'est 4 par rapport à c'est n1 moins 1. D'accord? Puisque n est égal à 5. Donc 5 moins 1 c'est 4. Ici n moins 2, 3. n moins 3, 2. n moins 4, 1. Donc pour i allant de 1 à n-1, les lignes, et les colonnes vont de 1 à n-i. Et je fais S reçoit S plus mod de i. Les éléments sous la deuxième diagonale, donc ça commence à la ligne 2, 3, 4 et 5. Donc ça va de 2 à 5. Et les colonnes donc, se terminent toujours à 5. Mais ici ça commence à 5, ici ça commence à 4, 3. Si on cherche une relation, donc c'est n-2 plus i. L'algorithme. Donc les lignes de 2 à n et les colonnes de n moins i plus 2 à n. On fait S reçoit S plus mod de ij. Vous pouvez faire un petit déroulement pour vérifier l'exactitude de cette formule. Multiplication de deux matrices. Soit multiplier la matrice A par la matrice B pour trouver la matrice C. Il y a une règle à respecter dans la multiplication des matrices. Donc il faudrait que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Et le résultat serait une matrice qui aura le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. La multiplication de deux matrices se fait de la manière suivante. Chaque élément ij de la matrice C est le résultat de la multiplication de la ligne i avec la colonne j. Donc on multiplie élément par élément et on calcule la somme. Mathématiquement, Cij est égal à la somme de k allant de 1 à p, p étant le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. AIK fois BKJ. IK étant les indices de l'élément A dans la matrice A et KJ étant les indices de l'élément B dans la matrice B. Voyons à travers un exemple, soit ces deux matrices A, 2, 3 et B, 3, 2 pour trouver une matrice C de 2 avec ces valeurs-là. Donc, la première fois, pour trouver l'élément 1, 1, donc on va multiplier 5 fois 0, plus 6 fois 2, plus 1 fois 1, pour trouver 13. Nous allons chercher le deuxième élément, donc la ligne 1, colonne 2,
c'est 5 fois 1, 6 fois 4, plus 1 fois 3. Je continue. Donc la deuxième ligne, pour trouver l'élément deuxième ligne et première colonne, donc c'est 7 fois 0, 0 fois 2 et 3 fois 1. Ça nous donne 3. Le dernier élément, donc c'est 7 fois 1, 0 fois 4 et 3 fois 3. Et ça nous donne 16. L'algorithme maintenant. Donc nous avons 3 constantes n, m et p et 3 matrices A, B et C. La première A, M, P, M le nombre de lignes, P le nombre de colonnes, la deuxième P lignes, N colonnes, et la troisième résultat, la matrice résultat, M lignes, N colonnes. Donc pour I allant de 1 à n, pour chaque ligne de la matrice A et pour chaque colonne de la matrice B, je vais parcourir la ligne I et la colonne J qui ont la même longueur. Donc pour K allant de 1 à P, la longueur de la ligne I et la longueur de la colonne J est égale à P. D'accord? Ici, P et P. Donc pour K allant de 1 à P, faire CIJ reçoit CIJ plus AIP fois BPJ. Fin de cours. Bien sûr, j'ai initialisé CIJ à 0. Conclusion. Les tableaux 2D ont toujours deux indices, un pour la ligne, un pour la colonne. Le secret des matrices, c'est de savoir les parcourir et de savoir surtout parcourir les différentes zones. Nous en avons vu dans ce cours les principales. Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 10, les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est une suite de caractères se terminant par le caractère /0, correspondant au caractère nul du code ASCII. Il indique la fin de la chaîne et tout ce qui est au-delà de ce caractère sera ignoré. Une chaîne de caractères est un tableau à une dimension. Chaque case du tableau contient un seul caractère et on ne fait pas de calcul avec les chaînes de caractères. Déclaration. Une chaîne de caractères se déclare de la manière suivante. Par exemple, CH, chaîne de n. N étant une constante qu'on a déclarée auparavant. Initialisation. On est tenté d'écrire CH reçoit hello de cette façon, mais il est strictement interdit d'initialiser une chaîne de cette façon. Car comme pour un tableau d'entier, il est impensable d'utiliser un tableau de cette façon. On peut par contre lire et écrire une chaîne de caractères. Lors de la lecture, le caractère /0 sera inséré à la fin de la chaîne automatiquement. Toujours prévoir une longueur de chaîne suffisante, sinon plus grande que votre besoin. La lecture. Soit ce bout d'algorithme où on déclare deux chaînes CH1 et CH2 de longueur 6 et 10 caractères respectivement. Puis lecture des deux chaînes. Si vous tapez le mot bonjour pour CH1 et salut pour CH2, vous aurez, comme on a déclaré CH1 une chaîne de 6 caractères et on a lu une chaîne de plus de 6 caractères, le R du mot bonjour est en dehors du tableau et le caractère de fin est ajouté en dehors de CH1. Il correspond à la touche retour. Et ça posera un problème lors de l'utilisation des fonctions sur les chaînes de caractères. Ces fonctions ne vont pas trouver de caractère de fin dans CH1 et ça va donner des erreurs. Donc attention à ce type d'erreur. Pour CH2, aucun problème, on a déclaré une chaîne de 10 et on a lu une chaîne de 5 caractères. Le mot salut a été lu et le caractère de fin a été ajouté à la fin de la chaîne. On peut bien sûr écrire les chaînes de caractères. Écrire CH1, CH2 donne pour CH1 le mot bonjour est affiché en totalité malgré que la chaîne CH1 ne contient pas le R, car le système s'arrête au caractère de fin /0 même s'il est en dehors de CH1. La manipulation. Que peut-on faire avec les chaînes? Eh bien, il y a toute une liste de fonctions de manipulation de chaînes de caractères fournies par la plupart des langages de programmation. On va en citer quelques-unes, mais sachez que toutes ces fonctions sont très simples et on peut les écrire nous-mêmes. Première fonction, longueur de chaîne. C'est une fonction qui retourne un entier correspondant à la longueur de la chaîne sans le caractère de fin. Exemple, L2 reçoit longueur de chaîne 2. CH2, c'est la chaîne qui contient le mot salut, donc L sera égal à 5. L1 reçoit la longueur de la chaîne CH1. Pour CH1, vous n'aurez pas de réponse car elle ne contient pas /0. Le caractère de fin est en dehors de la chaîne et vous aurez un message d'erreur. Deuxième fonction, copier une chaîne dans une autre.
Sa syntaxe, copier chaîne, destination, source. Cette fonction copie la chaîne source dans la chaîne destination. Si on fait copie chaîne ch2, ch1, ch2 contiendra le mot bonjour avec le caractère de fin, même s'il est en dehors de ch1. Maintenant, si on copie ch2 dans ch1, pas de problème, on obtient ch1 avec le mot salut et le caractère de fin de chaîne. Maintenant, la fonction de comparaison de chaînes. C'est une comparaison selon l'ordre ASCII des caractères contenus dans les chaînes. Cette fonction retourne 0 si les deux chaînes sont identiques, une valeur négative si ch1 est inférieur à ch2 selon l'ordre ASCII, une valeur positive si ch1 est supérieur à ch2 selon l'ordre ASCII. L'ordre ASCII croissant est de 0 à 9, A majuscule jusqu'à Z majuscule, petit a jusqu'à petit z. Donc le caractère 0 est le minimum de cette liste et le caractère petit z est le maximum. Pour les caractères spéciaux, je vous invite à voir le tableau des codes ASCII. Concaténation de chaînes. C'est une fonction qui ajoute une chaîne à une autre. Concat chaîne copie la chaîne source à la suite du contenu de la chaîne destination. Exemple, ch1 contient le mot bon et ch2 le mot jour. Et si on fait concat chaîne ch1, ch2, nous obtenons le mot bonjour dans la chaîne ch1. La liste des fonctions est encore longue. Il y a des fonctions pour rechercher la première occurrence d'un caractère à partir du début de la chaîne ou à partir de sa fin. Il y a aussi des fonctions pour rechercher une chaîne dans une autre, inverser une chaîne, puis des fonctions pour tester si un caractère est un chiffre, une lettre majuscule ou une lettre minuscule, une ponctuation ou autre, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toutes ces fonctions fournies par les bibliothèques des différents langages, on peut les écrire nous-mêmes et c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Fonction copie chaîne. Alors, comment s'écrit l'algorithme copie chaîne? Nous avons deux chaînes ch1 et ch2 d'une longueur maximale de 20 caractères. Nous allons lire ch1 et après essayer de recopier le contenu de ch1 dans ch2. Donc lire ch1, donc on a lu par exemple le mot bonjour, on initialise un indice à 1 et puis on va parcourir ch1 caractère par caractère jusqu'à anti/0, le caractère de fin de chaîne. Et pour chaque caractère de ch1, nous allons le copier dans ch2. Donc ch2 de i reçoit ch1 et on incrémente i à chaque fois. À la sortie de la boucle, la chaîne ch1 a été copiée complètement dans ch2 et on rajoute le caractère de fin de chaîne. Si on compare ici les deux chaînes avec la fonction compare chaîne, donc c va recevoir 0 puisque les deux chaînes seront normalement identiques. Et après, si on écrit C, ch1, ch2, ça va nous écrire 0 et ch1 et ch2 le mot bonjour, bonjour. Fin de l'algorithme copie chaîne. Fonction concat chaîne, l'algorithme. Nous avons, comme tout à l'heure, deux chaînes ch1 et ch2 et deux entiers i et n. Donc nous allons lire ch1 et ch2, par exemple bonjour pour ch1 et le monde pour ch2. Et on va essayer de concaténer ces deux chaînes. Donc on va d'abord calculer la longueur de ch1 dans L et on va se pointer à l'aide de ce L à la fin de ch1. Et ch1 de L plus 1 reçoit blanc. Donc on a ajouté un blanc pour que le mot bonjour et les deux mots le monde ne soient pas collés. I reçoit 1, c'est l'indice que je vais utiliser pour parcourir ch2. Et tant que ch2 de i est différent d'anti/0, ch1 de L plus 1 plus i recevra ch2 de i. À la sortie de la boucle, le dernier caractère de ch1 se trouve à L plus i. Donc j'ajoute plus 1 pour rajouter l'anti/0 qui est le caractère de fin de chaîne de ch1. Après, j'écris ch1 et ça va normalement m'afficher bonjour le monde. Conclusion, les chaînes de caractères sont des tableaux et doivent être traitées en tant que tels. Toutes les fonctions fournies par les langages de programmation peuvent être réalisées facilement. Toujours faire attention à ce que votre chaîne de caractères contienne le caractère de fin et de ne pas déborder de la chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt.